Le lendemain, je remarquai que Bartleby ne faisait que demeurer debout à sa fenêtre, dans sa rêverie face au mur aveugle. Quand je lui demandai pourquoi il n'écrivait pas, il répondit qu'il avait décidé de ne plus faire d'écriture. « Quoi, qu'est-ce encore » m'écriai-je. « Ne plus faire d'écriture ?»« Non. »« Et pour quelle raison ?»« Ne voyez-vous pas la raison de vous-même » répondit-il avec indifférence. Je le regardai attentivement et vis que ses yeux avaient un aspect terne et vitreux. Il me vint instantanément à l'esprit que son extraordinaire application à copier devant son obscure fenêtre pendant ses premières semaines à l'étude avait pu affecter temporairement sa vue. Je fus touchée. Je prononçai quelques paroles compatissantes, protestant qu'il faisait fort bien de laisser là pour quelque temps toute écriture, et le pressant de profiter de l'occasion pour prendre un peu d'exercice au grand air. De ceci, toutefois, il s'abstint. Quelques jours plus tard, mes autres employés étant absents, et me trouvant dans le cas d'avoir à expédier certaines lettres de toute urgence, je pensai que Bartleby, qui n'avait rien d'autre à faire au monde, serait sûrement moins inflexible que de coutume et porterait mon courrier à la poste. Mais il refusa net, et je dus à mon grand embarras y aller moi-même. Les jours passèrent. La vue de Bartleby s'améliorait-elle, oui ou non? Je n'aurais pu le dire. Selon toute apparence, il me semblait que oui. Mais lorsque je lui demandai s'il en était bien ainsi, il ne daigna pas répondre. Quoi qu'il en fût, il ne voulait plus faire d'écriture. Et finalement, devant mes sollicitations pressantes, il m'informa qu'il avait définitivement renoncé à la copie. « Quoi » m'écriai-je. « Supposez que vos yeux aillent tout à fait bien, mieux qu'avant même, ne feriez-vous pas de copie alors ?»« J'ai renoncé à la copie, » dit-il en se retirant. Il demeura, comme toujours, l'immuable ornement de mon bureau, plus immuable encore que devant, s'il était possible. Quel parti prendre? Il ne voulait rien faire à l'étude, pourquoi fallait-il qu'il restât là? Pour parler net, il était devenu comme une meule à mon cou, non seulement inutile à titre de parure, mais pénible à porter. Cependant, j'étais peinée pour lui. Je reste en deçà de la vérité en disant qu'il m'inspirait de l'inquiétude pour son propre compte. S'il avait seulement nommé un ami ou un parent, j'eusse instantanément écrit à celui-ci en insistant pour qu'on emmenât le pauvre garçon dans quelque retraite appropriée. Mais il semblait que Bartleby fût seul, absolument seul au monde, une épave au milieu de l'Atlantique. En fin de compte, les nécessités tyranniques de mes affaires l'emportèrent sur toute autre considération. J'annonçai à Bartleby, aussi poliment que je le pus, qu'il lui faudrait absolument quitter l'étude dans un délai de 6 jours. Je le pressai de prendre des mesures dans l'intervalle pour se procurer un autre habitat. Je lui offris de l'assister dans cette entreprise s'il voulait bien faire lui-même le premier pas en ce sens. « Et quand vous me quitterez, Bartleby, ajoutai-je, je ferai en sorte que vous ne partiez pas tout à fait sans ressources. 6 jours à dater de l'heure présente, souvenez-vous-en. » À l'expiration de cette période, je jetai un coup d'œil derrière le paravent. Mon Bartleby était là. Je boutonnai ma jaquette, pris un air décidé, m'avançai vers lui, lui touchai l'épaule et dis « Le temps est venu, il faut quitter la place. J'en suis fâché pour vous. Voici de l'argent, mais vous devez partir. »« Je préférerais pas, » répondit-il sans cesser de me tourner le dos. « Il le faut !» Il demeura silencieux. Or, j'avais une confiance sans borne en l'honnêteté de cet homme. Il m'avait fréquemment restitué des pièces de 6 pence et des shillings que j'avais laissés tomber à terre, car je suis enclin à me montrer fort étourdi dans ces petites choses. La ligne de conduite que j'adoptai alors ne paraîtra donc pas extraordinaire. « Bartleby, dis-je, je vous dois 12 $. En voici 32. Les 20 $ en surplus sont à vous. Voulez-vous les prendre ?» Et je lui tendis les billets.
Il ne bougea point. Je les laisserai donc ici, dis-je, en mettant les dollars sous un presse-papier. Après quoi, prenant ma canne et mon chapeau et me dirigeant vers la porte, je me retournai pour ajouter avec calme. Quand vous aurez retiré vos affaires de ce bureau, Bartleby, vous fermerez naturellement la porte, puisque tout le monde sauf vous est parti pour la journée, et vous voudrez bien glisser votre clé sous le paillasson afin que je l'y trouve demain matin. Je ne vous verrai plus. Ainsi donc, adieu. Si par la suite, dans votre nouvelle demeure, je puis vous rendre quelques services, ne manquez pas de m'en aviser par lettre. Adieu, Bartleby, et portez-vous bien. Il ne répondit pas un mot. Pareil à l'ultime colonne d'un temple en ruine, il restait debout, solitaire et muet, au milieu de la pièce déserte. Comme je marchais pensivement vers mon logis, ma vanité prit le dessus sur ma pitié. Je ne laissais pas de m'enorgueillir hautement de la façon magistrale dont je m'étais débarrassé de Bartleby. Je dis magistrale, et tout observateur sans parti pris acquiescera. La beauté de ma méthode semblait tenir à sa parfaite douceur. Point de rudesse vulgaire, point de bravade d'aucune sorte, point d'éclat fanfaron, point de grandes enjambées à travers la pièce, en sommant véhémentement Bartleby d'empacter ses misérables hardes et de décamper avec elles. Rien de ce genre. Loin d'enjoindre bruyamment à Bartleby de s'en aller, comme un génie inférieur l'eût pu faire, j'avais tenu pour acquis qu'il devait partir, édifiant sur ce présupposé tout ce que j'avais à dire. Plus je pensais à ma méthode, plus j'en étais charmée. Néanmoins, le lendemain matin, en m'éveillant, j'eus des doutes. Il semblait que le sommeil eût dissipé les fumées de la vanité. L'une des heures où l'homme a le plus de sang-froid et de sagesse est celle qui suit immédiatement son réveil du matin. Ma méthode me semblait aussi avisée que jamais, mais en théorie seulement. Comment supporterait-elle l'épreuve de la pratique? Voilà où le bas blessait. C'était vraiment une idée magnifique que d'avoir tenu le départ de Bartleby pour acquis. Mais après tout, ce présupposé était seulement mon fait, nullement celui de Bartleby. L'important n'était pas de savoir si j'avais tenu pour acquis qu'il me quitterait, mais s'il préférerait le faire. C'était un homme de préférence, plutôt que de présupposé. Après le petit déjeuner, je descendis vers la ville, tout en arguant des probabilités pro et contra. Tantôt je pensais que l'affaire échouerait misérablement, et que Bartleby serait à mon bureau, bien en vie, comme de coutume. Tantôt il me semblait certain que je trouverais sa chaise vide. Et j'allais virevoltant comme une girouette. Au coin de Broadway et de Canal Street, je vis un groupe de gens fort animés qui discutaient avec ardeur. « Je parie qu'il n'en fera rien, dit une voix comme je passais. Qu'il ne s'en ira pas? Top, dis-je, avancez la mise. Je mettais instinctivement la main à la poche pour miser moi aussi, quand je me rappelai que c'était jour d'élection. Les paroles que j'avais saisies au vol ne se rapportaient pas à Bartleby, mais au succès ou à l'insuccès de quelques candidats à la mairie. Dans ma préoccupation, j'avais bel et bien imaginé que tout Broadway partageait ma nervosité et débattait la même question que moi. Je passai outre, fort heureux que la rumeur de la rue eût couvert ma distraction momentanée. Comme j'en avais eu l'intention, j'arrivai plus tôt que de coutume à la porte de mon étude. Je m'arrêtai un moment pour écouter. Rien ne bougeait. Bartleby devait être parti. Je tâtai la poignée. La porte était verrouillée. Oui, ma méthode avait réussi à merveille. Il semblait vraiment que Bartleby eût disparu. Cela pourtant n'allait pas sans une certaine mélancolie. J'étais presque chagrin de mon brillant succès. Je fouillais sous le pal pour y prendre la clé que Bartleby avait dû laisser à mon intention, quand mon genou heurta accidentellement le panneau avec un bruit impératif, et du dedans une voix répondit
Pas encore, je suis occupée. C'était Bartleby. Je fus comme foudroyée. Je demeurai quelque temps immobile, pareil à cet homme qui, naguère, en Virginie, fut tué par un éclair de chaleur alors qu'il fumait sa pipe à sa fenêtre par une après-midi sans nuages, et qui resta là, penché sur l'après-midi rêveuse, jusqu'à ce qu'on l'eût touché et qu'il tombât. Pas parti, murmurai-je enfin. Mais, subissant de nouveau le prodigieux ascendant que l'impénétrable scribe avait sur moi, ascendant auquel je ne pouvais échapper entièrement en dépit de mon irritation, je descendis lentement l'escalier, gagnai la rue et me mis à tourner autour du pâté de maison en me demandant quel était le prochain geste à faire dans cet embarras sans pareil. Jeter littéralement cet homme à la porte, je ne le pouvais. Le chasser en l'accablant d'injures ne me souriait guère. Appeler la police était une idée qui me déplaisait. Et pourtant, le laisser jouir de son cadavérique triomphe à mes dépens, je ne voulais pas davantage y songer. Que faire? Ou, s'il n'y avait rien à faire, que pouvais-je encore tenir pour acquis? Oui, de même que précédemment, j'avais tenu pour acquis par anticipation que Bartleby partirait. De même, je pouvais à présent tenir pour acquis rétrospectivement qu'il était bien parti. Tirant les conséquences logiques de ce présupposé, j'entrerais précipitamment dans mon étude, prétendrais ne voir aucunement Bartleby et marcherais droit à sa rencontre comme s'il n'était que du vent. Ce serait là, selon toute apparence, un coup qui porterait. Il n'était guère vraisemblable que Bartleby pût résister à pareille application de la doctrine des présupposés. Mais, tout bien considéré, le succès de ce plan me parut assez douteux. Je résolus de débattre à nouveau l'affaire avec lui. Bartleby, dis-je en entrant dans l'étude avec un air de calme sévérité, je suis sérieusement mécontent. Je suis peiné, Bartleby. J'avais une meilleure idée de vous. Je m'étais figuré que vous étiez d'un naturel trop raffiné pour que, dans un dilemme délicat, une légère allusion, en un mot une présupposition, ne suffit point. Mais il paraît que je m'étais trompé. Quoi, ajoutai-je avec un tressaillement non fin, vous n'avez pas même touché à cet argent. Et je désignai les billets qui se trouvaient à l'endroit précis où je les avais laissés la veille au soir. Il ne répondit rien. Voulez-vous ou ne voulez-vous pas me quitter? Demandai-je alors dans un accès de colère soudaine, en m'avançant tout près de lui. Je préférerais ne pas vous quitter, répondit-il, en insistant doucement sur le ne pas. Quel droit au monde avez-vous de rester ici? Payez-vous un loyer? Payez-vous mes impôts? Ou bien ces bureaux sont-ils à vous? Il ne répondit rien. Êtes-vous prête à poursuivre vos écritures à présent? Vos yeux sont-ils guéris? Pourriez-vous copier une petite pièce pour moi ce matin? Ou m'aider à collationner quelques lignes? Ou faire un saut jusqu'à la poste? En un mot, ferez-vous quoi que ce soit pour donner couleur à votre refus de quitter les lieux? Il se retira silencieusement dans son ermitage. J'étais maintenant dans un tel état de nervosité et de ressentiment que je jugeais prudent de m'abstenir, pour l'heure, de toute autre démonstration. Bartleby et moi étions seuls. Je me rappelais la tragédie qui s'était déroulée entre l'infortuné Adam et l'encore plus infortuné Colt dans le bureau désert de ce dernier. Et comment le pauvre Colt, terriblement irrité par Adam,
et s'abandonnant imprudemment à un emportement effréné, s'était laissé entraîner à commettre involontairement son acte fatal, un acte qu'assurément nul ne saurait déplorer davantage que son auteur. Il m'était souvent venu à l'esprit, au cours de mes méditations, à ce propos, que si leur altercation avait eu lieu sur la place publique ou dans une résidence privée, elle ne se fût pas terminée de la même façon. C'est le fait de s'être trouvé seul dans un bureau désert, à l'étage d'un édifice que n'humanisait et ne sanctifiait aucune influence domestique, un bureau au plancher nu, d'aspect poussiéreux et hagard. Oui, c'est là, sans doute, ce qui avait dû contribuer pour une grande part à pousser jusqu'à la frénésie l'irritation du malheureux Colt. Mais quand ce vieil Adam de ressentiment s'éleva en moi et m'inspira des tentations au sujet de Bartleby, je le saisis à bras-le-corps et le terrassai. Comment cela ? Eh bien, simplement en me remémorant la divine injonction. Je vous apporte un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Oui, voilà ce qui me sauva. C'est l'une des moindres vertus de la charité, qu'elle opère souvent comme un grand principe de sagesse et de prudence. Elle est pour qui la possède une excellente sauvegarde. On a vu commettre des meurtres par jalousie, par colère, par haine, par égoïsme, par orgueil spirituel. Mais ouït-on jamais parler d'un meurtre diabolique commis au nom de la douce charité ? Leur seul intérêt personnel, à défaut d'un motif meilleur, devrait donc inciter tous les hommes, et particulièrement les tempéraments emportés, à la charité et à la philanthropie. Dans le cas présent, en tout cas, je m'appliquai à étouffer les sentiments d'exaspération que m'inspirait le scribe en interprétant sa conduite avec bienveillance. Pauvre garçon, pensai-je, il ne songe point à mal. Et puis, il en a vu de dur et mérite de l'indulgence. En outre, je fis en sorte de m'occuper immédiatement et de ranimer du même coup mes esprits abattus. J'essayai de me persuader qu'au cours de la matinée, à son heure et de son propre mouvement, Bartleby émergerait de son ermitage et prendrait résolument la direction de la porte. Mais non. Midi et demi sonna. Dindon se mit à offrir un visage flambant, à renverser son encrier, à manifester en toute chose sa turbulence. Lagrange tomba dans une courtoisie tranquille, Gingembre mâchonna sa pomme méridienne, et Bartleby resta debout à sa fenêtre, perdu dans l'une de ses plus profondes rêveries, face au mur aveugle. Le croira-t-on ? Dois-je l'avouer ? Cet après-midi-là, je quittai l'étude sans lui dire un mot de plus. Quelques jours passèrent, pendant lesquels je pratiquai quelque peu, à mes moments perdus, la volonté d'Edward et la nécessité de Priestley. Dans la conjoncture, ces ouvrages eurent sur moi une influence salutaire. Je vins peu à peu à me persuader que mes désagréments relatifs au scribe étaient prédestinés de toute éternité, que Bartleby avait été nanti d'un billet de logement pour mon étude par une très sage providence, et cela pour quelque mystérieux dessein qu'il ne m'appartenait pas à moi, simple mortel, de sonder. Oui, Bartleby, pensai-je, reste là derrière ton paravent, je ne te persécuterai plus. Tu es aussi inoffensif, aussi peu bruyant que n'importe laquelle de ces vieilles chaises. Bref, je ne me sens jamais autant en paix que lorsque je te sais là. Je le vois, je l'éprouve enfin, je pénètre la raison d'être, prédestinée de ma vie. Je suis satisfait. D'autres peuvent avoir des rôles plus élevés à jouer. Quant à moi, ma mission en ce monde, Bartleby, est de mettre mon étude à ta disposition aussi longtemps que tu trouveras bon d'y rester. Je crois que ce sage et bienheureux état d'esprit eût persisté sans les remarques peu charitables dont me gratifiaient spontanément les collègues
qui venait me rendre visite. Mais le continuel contact d'esprits intolérants finit par user les meilleures résolutions des plus généreux d'entre les hommes. Bien qu'à vrai dire, lorsque j'y réfléchis, il fut assez naturel que les visiteurs qui entraient dans mon bureau, frappés par l'aspect singulier de l'inexplicable Bartleby, fussent tentés de lancer quelques sinistres observations à son sujet. Parfois, un avoué venant à mon étude pour traiter quelque affaire avec moi, et n'y trouvant que le scribe, s'efforçait d'obtenir de lui quelque information précise sur les lieux que je fréquentais. Mais Bartleby, sans prendre garde à son papotage, demeurait immobile au milieu de la pièce. De sorte qu'après l'avoir contemplé pendant un certain temps dans cette posture, l'avoué s'en allait gros-jean comme devant. Il arrivait aussi, lorsqu'un jugement en référé se déroulait à mon étude et que la séance battait son plein dans la salle bondée d'hommes de loi et de témoins, il arrivait, dis-je, que l'un de ces messieurs, se trouvant fort occupé et voyant Bartleby entièrement oisif, lui demandait de courir à son bureau, j'entends le bureau du monsieur en question, pour lui rapporter certains papiers. Sur quoi Bartleby refusait tranquillement, sans sortir pour autant de son oisiveté. Alors l'homme de loi le dévisageait fixement, puis se tournait vers moi. Mais que pouvais-je dire ? Finalement, je me rendis compte que dans le cercle de mes relations d'affaires, un murmure d'étonnement courait de bouche en bouche à propos de l'étrange individu que j'avais à mon étude. Cela m'ennuya fort. L'idée me vint que Bartleby pourrait bien atteindre à un âge avancé, continuer à occuper mes bureaux et à défier mon autorité, déconcerter mes visiteurs, exposer au scandale ma réputation professionnelle, jeter une ombre générale sur les lieux, se maintenir en vie jusqu'au bout grâce à ses économies, sans aucun doute il ne dépensait que quelques sous par jour, et venant peut-être à me survivre, réclamer enfin la possession de mon étude, en vertu du droit que lui conférerait son occupation perpétuelle. Ces sombres perspectives s'offrant de plus en plus souvent à mon esprit, et mes amis ne cessant de me prodiguer leurs impitoyables remarques sur l'apparition qui hantait mon bureau, un grand changement s'opéra en moi. Je résolus de rassembler toutes mes forces et de me débarrasser à jamais de cet intolérable incube. Cependant, avant de n'élaborer à cette fin aucun plan compliqué, je me contentai d'abord de suggérer à Bartleby l'opportunité de son départ définitif. Je recommandai cette idée d'un ton calme et grave à sa mûre et attentive considération. Mais après avoir pris 3 jours pour méditer là-dessus, il m'informa que sa détermination première demeurait inchangée, qu'en un mot, il préférait rester avec moi. Que vais-je faire, me demandai-je alors, en boutonnant ma jaquette jusqu'au dernier bouton. Que vais-je faire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que ma conscience me dicte au sujet de cet homme, ou plutôt de ce fantôme? Me débarrasser de lui s'impose. S'en aller, c'est bel et bien ce qu'il fera, mais comment? Tu ne vas pas jeter ce malheureux, ce pâle et passif mortel, tu ne vas pas jeter une créature aussi désarmée à la porte. Tu ne vas pas te déshonorer par un pareil acte de cruauté. Non, je ne veux pas, je ne puis pas faire cela. J'aimerais mieux le laisser vivre et mourir ici, quitte à sceller ensuite ses restes dans la muraille. Que feras-tu donc? En dépit de toutes tes exhortations, il ne s'en ira point. Quant aux gratifications, il les laisse sur ta table, sous ton propre presse-papier. Il est clair en un mot qu'il préfère se cramponner à toi. Alors il faut prendre une mesure sévère, exceptionnelle. Quoi, tu ne vas tout de même pas le faire appréhender par un agent de police et commettre à la prison commune son innocente pâleur. D'ailleurs, sur quoi t'appuierais-tu pour perpétrer cela? Sur le fait que c'est un vagabond? Comment? Un vagabond, un rôdeur, lui qui refuse de bouger,
C'est justement parce qu'il ne veut pas être un vagabond que tu cherches à le classer comme tel. Cela est par trop absurde. Pas de moyen d'existence visible, là je le tiens. Point du tout. Car il est indubitable qu'il subvient à son existence. Et c'est là pour un homme la seule façon irréfutable de prouver qu'il en a les moyens. Il suffit. Puisqu'il ne veut pas me quitter, il faut que je le quitte. Je changerai de bureau, j'émigrerai ailleurs, et je le préviendrai honnêtement que si je le trouve dans mes nouveaux locaux, je le poursuivrai en justice pour pure et simple violation de domicile. En conséquence, je lui tins le lendemain le discours suivant. Je trouve ce bureau trop éloigné de l'hôtel de ville. L'atmosphère est malsaine. En un mot, je me propose de changer de locaux la semaine prochaine et je n'aurai plus besoin de vos services. Je vous le dis dès à présent afin que vous cherchiez un autre habitat. Il ne répondit rien et pas un mot ne fut ajouté. Aujourd'hui, je commandai des fourgons et des hommes. Je me rendis à mes bureaux et comme j'avais peu de meubles, le tout fut enlevé en quelques heures. Du commencement à la fin, le scribe resta debout derrière le paravent que j'ordonnai de n'enlever qu'en dernier lieu. Finalement, on le retira et lorsqu'il eut été plié comme un énorme in-folio, Bartleby resta l'immobile occupant d'une pièce nue. Je m'attardai quelques instants dans le vestibule pour l'observer et je sentis monter en moi comme un remords. Je rentrai dans la pièce, la main à la poche et le cœur serré. Au revoir, Bartleby. Je m'en vais. Au revoir. Et que Dieu, d'une façon ou d'une autre, vous bénisse. Prenez ceci, ajoutai-je, en lui glissant un billet dans la main. Mais le billet tomba sur le plancher, et alors, chose étrange, je dus m'arracher à cet homme dont j'avais tant aspiré à me débarrasser. Une fois établi dans mes nouveaux quartiers, pendant un jour ou deux, je tins ma porte verrouillée, tressaillant à chaque bruit de pas dans les couloirs. Lorsque je regagnais mes bureaux après, ne fût-ce qu'une courte absence, je m'arrêtais un instant sur le seuil pour écouter attentivement avant de mettre la clé dans la serrure. Mais ces craintes étaient superflues. Bartleby ne revint jamais dans mes parages. Je pensais que tout allait bien lorsque je reçus la visite d'un inconnu qui me demanda d'un air soucieux si je n'avais pas occupé récemment des bureaux au numéro de Wall Street. Plein de pressentiments, je répondis que oui. Alors, monsieur, dit l'inconnu qui s'avéra être un homme de loi, vous êtes responsable de l'individu que vous y avez laissé. Il refuse de faire de la copie, il refuse de faire quoi que ce soit, il dit qu'il préfère s'abstenir et il refuse de quitter les lieux. Je regrette beaucoup, monsieur, répondis-je avec une feinte tranquillité, mais aussi avec un tremblement intérieur. En vérité, l'homme auquel vous faites allusion ne m'est rien, il n'est ni mon parent, ni mon employé, et vous ne sauriez me rendre responsable de lui. Au nom du ciel, qui est-ce ? Je suis parfaitement incapable de vous renseigner. Je ne sais rien de lui. Je l'ai naguère employé comme copiste, mais il y a quelque temps qu'il n'a plus rien fait pour moi. Je lui réglerai son compte alors. Au revoir, monsieur. Plusieurs jours passèrent et je n'entendis plus parler de rien. La charité me disait souvent de me rendre sur les lieux pour voir le pauvre Bartleby, mais certaines craintes frileuses de je ne sais quoi me retinrent toujours. Cette fois, c'en était fait de Bartleby, pensai-je, lorsqu'une nouvelle semaine se fut écoulée sans que j'eusse entendu parler de lui. Mais le lendemain, en arrivant à mon bureau, je trouvai plusieurs personnes qui m'attendaient devant ma porte dans un état d'extrême surexcitation. « C'est lui, le voilà qui arrive !» s'écria le chef de file, en qui je reconnus l'homme de loi dont j'avais déjà reçu la visite. « Il faut l'emmener sur le champ, monsieur !» s'écria un personnage corpulent en s'avançant vers moi. Je reconnus en lui le propriétaire du numéro de Wall Street. « Ces messieurs qui sont mes locataires ne peuvent pas supporter plus longtemps cet état de choses. Monsieur B, il désignait l'homme de loi,
l'a mise à la porte de son bureau, et maintenant il persiste à hanter l'ensemble de la maison. Il s'assoit sur la rampe de l'escalier pendant la journée, et la nuit il dort dans le vestibule. Tout le monde se plaint. Les clients désertent les bureaux, on craint même une émeute. Il faut que vous fassiez quelque chose, et cela sans délai. Je reculai, abasourdi devant ce torrent de paroles, et j'aurais donné bien des choses pour pouvoir aller m'enfermer dans mes nouveaux quartiers. En vain protestai-je que Bartleby ne m'était rien, qu'il ne me concernait pas plus que n'importe qui. J'étais la dernière personne dont on savait qu'elle avait eu affaire à lui, et l'on m'en imputait la terrible charge. Craignant de voir traîner mon nom dans les journaux, comme l'un des assistants m'en menaça obscurément, je pesai la question et déclarai enfin que si l'homme de loi me permettait d'avoir une entrevue confidentielle avec le scribe dans son cabinet, je ferais de mon mieux, au cours de l'après-midi, pour les délivrer du fardeau dont ils se plaignaient. Lorsque je montai l'escalier de mes anciens locaux, je trouvai Bartleby assis en silence sur la rampe du palier. « Que faites-vous là, Bartleby » demandai-je. « Je suis assis sur la rampe, » répondit-il doucement. Je l'emmenai dans le cabinet de l'homme de loi et celui-ci nous laissa. Bartleby, lui dis-je, vous rendez-vous compte que vous êtes pour moi une source de grand tracas en persistant à occuper ce vestibule après votre renvoi du bureau ? Pas de réponse. Allons, c'est une nécessité, de deux choses l'une. Ou bien vous ferez quelque chose de vous-même, ou bien on fera quelque chose à votre sujet. Voyons, dans quelle sorte d'affaires voudriez-vous entrer ? Voudriez-vous vous engager à nouveau comme copiste ? Non, je préférerais m'abstenir de tout changement. Aimeriez-vous à être commis aux Écritures dans une épicerie ? Ce serait trop enfermé, non, je n'aimerais pas être commis, mais je ne suis pas difficile. Trop enfermé, m'écriai-je. Mais vous restez enfermé tout le temps. Je préférerais ne pas être commis, reprit-il, comme pour régler une fois pour toutes cette petite question. Aimeriez-vous à tenir un bar ? Ce n'est pas une occupation qui éprouve la vue. Je n'aimerais pas du tout ça. Mais encore une fois, je ne suis pas difficile. Sa loquacité inaccoutumée m'encouragea. Je revins à la charge. Eh bien, alors aimeriez-vous accourir le pays en encaissant des factures pour le compte de marchands ? Votre santé en serait améliorée. Non, je préférerais autre chose. Vous plairait-il alors d'accompagner en Europe quelques jeunes hommes de bonne famille qui profiteraient des avantages de votre conversation ? Pas du tout. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait rien de bien défini là-dedans. J'aime à être sédentaire, mais je ne suis pas difficile.